Bonjour chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans Était une fois le cinéma, votre podcast qui parle de cinéma et rien d'autre que de cinéma. Et aujourd'hui on se retrouve pour Conjuring 3 réalisé par Michael Chavez. Let's go, jingle. Rush in. Thank you. Hey, don't laugh now. But I can't help falling in love with you. Conjuring 3, sous l'emprise du diable, retrace une affaire terrifiante de meurtre et de présence maléfique mystérieuse qui a ébranlé les enquêteurs Ed et Lawrence Warren. Pourtant très aguerris, dans cette affaire issue de leur dossier secret, l'une des plus spectaculaires, Ed et Lawrence commencent par se battre pour protéger l'âme d'un petit garçon. Puis bascule dans un monde radicalement inconnu. Ce sera la première fois dans l'histoire des États-Unis qu'un homme coupable, soupçonné de meurtre, plaide la possession démoniaque comme ligne de défense. Donc voilà le résumé de ce Conjuring 3 sous l'emprise du diable. Alors clairement, je vais vous dire les gens, le diable, vous le verrez pas trop, je pense que c'est clairement presque un foutage de gueule le titre, alors qu'en soi le diable, ça aurait été marrant de voir Satan, hein, ça aurait été cool, hein, histoire de pousser le truc à burn, hein, mais bon, on n'aura pas le droit à cette chance, peut-être dans un quatrième volet si ça se passe, mais clairement... Que penser de ce troisième Conjuring ? Vous voyez que je suis beaucoup plus calme que sur mon dernier podcast, parce que même si le film m'a énervé, que la séance a été très désagréable, bah... je reste calme cette fois. On me l'a pas reproché d'avoir gueulé sur le Nouveau Monde, c'est très bien, merci les gens de pas avoir gueulé dans les commentaires, il y a eu même quelques likes. Je suis très satisfait de ma colère que j'ai déversée sur le dernier podcast, mais clairement là on va être un peu plus posé, on est un peu plus détente, détente les gens. Vous entendez ma voix, vous sortez le popcorn, un peu de chocolat, et là, vous vous détendez tranquillement sur les prochaines minutes de podcast. Donc, clairement, je vais partir sur un point très important, c'est qui va faire un peu tout le long du fil conducteur de l'émission, c'est Conjuring sans James Wan. Bah, faut te dire, c'est vraiment pas bon. Et ça, on l'avait déjà ressenti bien avant avec la saga Insidious, parce que vous savez, James Wan, réalisateur, on va dire, je trouve intéressant par certains points, c'est pas un grand réalisateur, je trouve que c'est un très bon technicien, un mec qui a une très bonne idée de mise en scène, qui a une dimension artistique que je trouve très intéressante, très connu pour justement le premier Saw. On voit derrière, quand c'est pas James Wan derrière, la saga Saw, ce que ça a donné. La saga Insidious, les deux premiers, 1 et 2, on voit bien ce que ça a donné par la suite, même si je trouve le 3 tout à fait sympathique. D'ailleurs, qui a été fait par Lee Whannell, qui est son ami qui joue dans le premier Saw, et qui aussi a son scénariste sur les Insidious. Et qui est aussi un caméo dans le film. Et du coup, la saga Conjuring 1 et 2, on voit ce qu'un troisième volet sans James Wan ça donne. Et après il est parti derrière, entre les deux, je crois qu'il est parti pour la saga Fast and the Furious avec le 7ème épisode, qui est le seul que j'arrive vraiment à regarder parce que je trouve qu'il y a des idées de mise en scène pure, même si je trouve que le film est vraiment discutable parce que bon voilà, c'est le genre de blockbuster que j'ai un peu de mal, mais il ramenait quelque chose de un peu plus en dur que d'habitude. Et bien sûr il y a aussi Aquaman, mais ça j'en parle pas parler parce que je trouve que là il y a aucune patte à lui quoi. C'est vraiment, il vient, il fait le techos et après il se barre quoi. Après c'est pas mauvais, hein, il remplit son compte en banque et après derrière ça lui permet de faire quelques projets. D'ailleurs ça montre vraiment que je trouve que Hollywood, il y a vraiment cet aspect là aujourd'hui de ouais je te fais... Enfin quand ça marche hein, bien sûr, c'est vraiment je te fais 2-3 films blockbuster et j'en fais un pour moi. Là où par exemple un Clint Eastwood il faisait souvent à l'époque, c'était pendant pas mal d'années, hein, Clint Eastwood c'était un film pour toi, un film pour moi, un film pour toi, un film pour moi. Après Clint Eastwood c'est un autre level on va dire. Mais clairement, du coup, qu'ont sait de ce troisième épisode de Conjuring, bah c'est vraiment pas bon. Michael Chavez, qui a été connu pour, je crois, la malédiction de la Dame Blanche, le président de Sopu, il a fait quand même, je crois, 3-4 courts-métrages derrière. Je sais pas s'ils ont été récompensés en festival, clairement, je suis à un stade, je m'en tamponne. Mais clairement, Michael Chavez, pour moi, n'est pas James Wan. Il n'a pas un quart du talent de James Wan. Il a même pas un doigt de pied de James Wan pour niveau talent pur et mise en scène pure.
Et on va y passer par plusieurs étapes. Déjà, le scénario. Le scénario, déjà, pouvait partir, je pense, d'un point de vue très intéressant. En fait, il y a surtout toute une idée à la base de partir sur vraiment ce qui fait la magie de la saga Insidious, Conjuring, excusez-moi. Et du coup, partir vraiment sur une introduction qui va permettre de montrer vraiment l'état d'esprit presque héroïque des personnages Warren, montrer à quel point ils sont impliqués physiquement, moralement, psychologiquement dans leurs affaires. Même si la scène d'intro a quelques figurants, je trouve très intéressante, je trouve qu'elle est moins profonde et beaucoup moins subtile que pouvaient l'être les 2 premiers épisodes. La première fois, c'est avec Annabelle. Je trouve que c'est d'une manière très subtile de nous montrer l'horreur, de manière très, justement, avec des petits détails pour vraiment que ça monte et ça t'explose pas à la gueule. Alors que dans le deuxième volet, là, on était dans le cas Amityville. Alors là, pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est le cas Amityville, je vous conseille vivement de regarder pas mal de dossiers. Il y a plein de trucs qui doivent frôler sur internet, donc il y a de quoi vous amuser et découvrir la magie du suspense horrifique qu'on pouvait avoir dans ces époques-là, avant que la magie d'internet, que tout se rationalise et qu'aujourd'hui on ne croit plus en ça. Moi je suis presque nostalgique d'une époque où justement on n'avait pas internet et où on pouvait croire encore aux mythes et légendes. Aujourd'hui, maintenant, on est beaucoup trop rationnel, et moi je trouve que ça perd beaucoup de charme, le monde d'aujourd'hui, pour ça. Je suis un vieux con, les gens, j'ai presque 30 ans, je suis un boomer, hein, qu'est-ce que vous voulez. Mais du coup, cette première scène d'intro, je trouve, marche très moyennement, même si ça nous permet surtout de nous impliquer aux autres personnages, qui est le petit garçon, dont je ne me souviens plus comment il s'appelle, je crois pas que je l'ai trouvé sur les crédits, et bien sûr le personnage de Arne, Cheyenne Johnson, joué par Rui O'Connor, et Debbie Gatzel, joué par Sarah Catherine Hook. Mais clairement, je vais vous dire une chose, on s'attache à certes ces 3 personnages parce que c'est ceux qui vont beaucoup tourner, mais par contre, ce qui était flagrant dans les premiers Insidious, Conjuring, c'est clairement on s'attachait à la famille, on s'attachait à un l'autre personnage, même si c'était très rapide, très subtil, clairement on s'attachait à eux. Et là je trouve qu'il y a certes 3 personnages où on s'attache encore vite fait, mais plus ça leur sort de ce qui se passe, parce que c'est vraiment très gros, hein. Là où avant les premières intros étaient très bien très subtiles dans l'horreur, là clairement on te fait montrer dès le début, vous voyez, regardez, l'horreur pure, je rends hommage à l'exorcisme, il se retourne, non voilà, clairement il y a des moments, c'est très déroutant, et je trouve que moi ça m'a pas aidé à entrer dans le film, et j'aime de la subtilité au cinéma. Les gens, oui, j'aime la subtilité, j'aime quand ça se fait de manière distinguée. Attention de ne pas distinguer façon Grâce de Monaco, je vous parle plus de manière distinguée, subtile, qui va t'amener des petits points au fur et à mesure pour vraiment t'amener, d'un point de vue horrifique, un malaise, et pas de la surprise avec ces saloperies de jumpscares, parce que qu'est-ce qu'il y en a des jumpscares dans ce film, les gens. Du coup, après tout le long du film, le personnage qui possédait du petit garçon qui était possédé, du coup l'esprit qui le possédait va aller directement sur le personnage de Arne, qui tout le long du film va quand même se faire accuser de meurtre, et du coup derrière il va aller en prison, il va être peut-être potentiellement amené à la peine de mort. Du coup le couple Warren va devoir amener des preuves de possession démoniaque pour faire sa défense. Du coup le film avait un truc très intéressant pour se distinguer vraiment de ses aînés, justement là où les films de ses aînés étaient vraiment presque des films de home invasion démoniaque, quelque part ça se passe essentiellement dans une maison, là clairement on n'a pas qu'un seul décor fixe, on reste plus dans le domaine du policier, donc il y a un aspect enquête qui est pas désagréable, un petit peu quand même par certains points, parce que vraiment des fois grossier par moment, mais en soi, il y avait une intention quand même de sortir la saga Conjuring de ces carcans vraiment horreur, maison, basique, où toute l'action se passe. Là, on a vraiment une envie d'explorer un petit peu l'aspect policier, et ça m'a rappelé notamment un film que je trouve très intéressant, et qui est un bien meilleur film que Conjuring 3, d'ailleurs je sais même pas si ça passe à une influence. Il s'agit de L'exorcisme d'Amélie Rose, réalisé par Scott Derrickson, réalisateur du premier Sinister, et aussi
Putain, il a fait quoi d'autre? C'est Scott Derrickson. Bah oui, l'exorcisme d'Emily Rose, du coup. Et du coup, où il y avait en fait ces similarités, c'est-à-dire que l'exorcisme d'Emily Rose, ça se base essentiellement sur savoir est-ce que la fille est morte de l'exorcisme du prêtre ou est-ce qu'elle est morte de possession démoniaque. Et tout le film se passe sur ça, et je trouve qu'il y a un fil rouge, je trouve très intéressant. Et ce film aurait dû partir, je pense, sur ce ligne rouge, mais on arrive à une limite, parce qu'on voit que Michael Chavez n'a pas le niveau de James Wan, et de Scott Derrickson, pour amener une horreur, on va dire, policière, comme ça se fait dans le genre, et clairement, ça marche pas. Ça marche pas, parce que il y a des moments, déjà ça prend beaucoup trop de temps pour se lancer. Je pense qu'après l'exorcisme, ça prend beaucoup de temps pour lancer ça, et encore de manière pas subtile, parce que les possessions démoniaques se font par des jumpscares, vraiment de manière ingrate. Je pense qu'il y a une scène où à un moment j'y croyais, je me disais bon, c'est un peu grossier jusqu'à là, allez vas-y film, vas-y, passe en troisième, parce que là à un moment là tu vas caler, à un moment ça va pas le faire. Et il y a la scène justement où les possessions démoniaques commencent à se manifester un petit peu. Il va dans l'animalerie, il se sent pas bien, il sort du boulot, il est avec un ami, sa copine, et lui il est pas bien et tout ça, et du coup il commence à avoir des délires psychédéliques, enfin des visions démoniaques, pour être plus subtil, mais derrière du coup l'ambiance commence à partir visuellement sur quelque chose, voilà, on se dit bon ouais ok d'accord, pourquoi pas, tu pars sur un délire un peu vraiment avec des ralentis, tout ça, je fais pourquoi pas film, vas-y, montre-moi ce que tu peux faire, montre-moi que t'as des tripes, et doucement le monde se déforme, la vision se trouble, il y a quelques idées pas mal, tu fais allez vas-y film, c'est bien, tu peux le faire, et il y a un moment où on pourrait presque se croire chez Dario Argento, avec cette déformation, la lumière qui se perd, pour derrière que la couleur, il y a de la couleur, à un moment ça passe au noir, au rouge, au bleu, il y a vraiment quelque chose pour se dire tiens là on est proche du giallo, il y a quelque chose à faire, et là le personnage à l'arrêt, il est tombé, il regarde derrière lui. Et là, il y a ces petits zooms numériques que je trouve dégueulasses, parce que là où James Wan, lui, fait des vrais zooms, là, on a un zoom numérique dégueulasse. Et l'attention, là, voilà, 1, 2, 3. James Scare, il rampe au sol. J'en ai vu 4 milliards des films comme ça. Je fais, mec, vas-y, avec subtilité. Et là où je trouve que la scène d'intro avait... un peu plus tard dans le film, on voit comment le personnage du petit garçon a été possédé. Et là, je trouve qu'il y avait une scène que je trouvais un peu subtile. C'est la scène où il est dans la douche, où tout simplement, il y a des rideaux de douche noirs, voilà. Et à un moment, il y a un doigt qui se décolle pour justement... qui était un anneau de douche. On croyait que c'était un anneau de douche, mais non, finalement, c'est un doigt. Et là, je pense qu'il y avait tellement à faire, potentiellement, d'un point de vue imagerie, où tous les doigts se décollent, le drapeau de douche tombe, il est à nu, et là, il y a une douche de sang qui lui tombe dessus. Bon, certes, c'est pas très subtil encore, mais clairement, à chaque fois, tout le long du film, je trouve ça dommage, parce qu'il y a tellement de choses à faire, et que ça passe tout le temps à côté. Ça passe tout le temps à côté pour faire un vrai film d'horreur, et pas un film d'horreur pour ados débiles qui viennent chercher leur petite dose d'adrénaline. Mais les films d'horreur, c'est quelque chose qui se travaille, c'est vraiment de la mise en scène. C'est pour moi un des genres les plus durs à faire. Vraiment, l'horreur pour moi avec les films d'action, c'est peut-être les choses les plus dures à faire. Peut-être la comédie des fois, mais clairement... si t'as pas un bon metteur en scène derrière, c'est très compliqué de faire un bon film d'horreur. Et c'est pour ça que beaucoup de films d'horreur à l'heure actuelle, pour moi, notamment américains, sont pas bons. Parce que la subtilité doit être vraiment d'amener de la peur et pas du putain de jumpscare toutes les 3-4 minutes et tout ça. C'est pour ça que à l'heure actuelle, je suis beaucoup plus fan du travail de Robert Eggers, qui a fait The Witch, et qui avait The Lighthouse, que je vous conseille vivement, qui sont vraiment des films d'horreur à ambiance très particulière. Et il y a aussi celui-là qui a fait Hérédité et Midsommar, que j'ai un trou de mémoire là, c'est horrible, qui est un très bon réalisateur derrière, et qui a une ambiance encore horrifique. Mais là, certains vont me dire, ouais, mais là tu parles de réalisateur, d'auteur, d'horreur. J'y reviendrai un petit peu, c'est le deuxième point de l'émission.
Mais clairement, je trouve que voilà, ça rate beaucoup. Il y a quelques idées de scénario au moins qui m'ont plus fait gaulerie à des moments, par exemple des petits hommages au film précédent, notamment où par exemple quand il parle avec l'avocate de Arn, du fait qu'il peut avoir potentiellement la peine de mort parce qu'il a tué son ami pendant la possession démoniaque, bah, et en plus je sais pas excusez-moi je reviens un petit peu avant, mais clairement la manière dont il se fait arrêter, il est possédé, il marche tout droit et tout ça, mais sa copine était aussi dans le bâtiment, donc où elle était, pourquoi elle est pas morte à côté, on y reviendra après parce que la magie du cinéma fait que c'est génial. Du coup, il est dans la rue et à un moment, bah, il est couvert de sang et le flic, il prend des plans pour le voir, il fait ne bougez pas, il fait je crois que j'ai tué quelqu'un. Non mais des fois il y a des points de dialogue, des fois c'était proche du nanar, tellement que ça en est débile et que la subtilité n'est pas du tout présente dans ce film. Mais du coup je reviens au passage où j'étais avant, où clairement il y a des petits hommages au film précédent, mais par exemple ils sont en train de parler à l'avocate de Arn, et du coup il lui fait ouais mais moi je crois pas à toute cette connerie, possession démoniaque, vous croyez vraiment qu'on peut faire ça pour le tribunal? Et clairement bah, t'as Ed Warren qui lui fait oh, on va aller voir Annabelle, et on la voit après. Plan comme un cube. Bon bah par contre je trouve ça pas très sympa vis-à-vis d'eux de dire ouais vous allez voir vous allez y croire après. Non mais clairement déjà je trouve ça un peu vicieux des personnages de Ed Warren parce que je pense qu'avec l'âge ça devient quand même un peu des enfoirés, mais voilà l'avocate qui est blanche comme un cul qui en fait au fait putain j'ai vu du bullshit au mètre fois 1000, donc clairement c'est des petits passages comme ça qui sont un peu drôles. Mais bon, pour moi, ça passe à place. Et il y a un petit moment, hommage aux deux, où ils mènent une micro-enquête, justement, pour trouver, justement, qui est en train de posséder le personnage de Arn. Mais clairement, vous ne croyez pas, hein, c'est pas le diable, hein, je vous expliquerai après. Mais il y a ce petit passage où il y a de la musique d'Elvis. C'est le seul moment où je trouve la musique est vraiment utile dans le film, parce que au moins pour faire cette imagerie un peu rigolote. Elvis, t'as le policier, il fait « Vous avez connu Elvis ?» Oui, je l'ai connu avant et après sa mort. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que dans le 2, t'as le personnage de Ed Warren qui joue du Elvis, qui joue Falling in Love with You, qui est pour une des plus belles chansons d'Elvis. Et c'est ce genre de petit passage, tu fais ok, pourquoi pas, allez, vas-y. Et clairement, là, on va repasser un petit peu sur le détail du diable, parce que le diable, vous n'allez pas le voir des peintures, comme j'ai dit. Moi, j'aurais bien voulu voir Satan, en vrai, avec les grosses cornes, la langue, là, au moins, j'aurais fait, allez, vas-y, va au dire de ton bullshitomètre. Mais clairement, en fait, bien sûr, vous savez que moi, je suis en 100% spoiler, donc 100% spoil, on va y aller. En fait, le personnage qui possède Arn et qui a possédé le petit garçon et qui a possédé une autre nana dans l'enquête, bah clairement, bah c'est juste l'opposé des Warren. Sauf que le problème, c'est qu'il n'est absolument pas développé. C'est une nana qui est fille de prêtre, mais qui, fascinée par les sciences occultes, va pencher du mauvais côté. Je trouve que le personnage n'est absolument pas approfondi, alors que tous les personnages qui le parlent sont profondément développés dans le cinéma de James Wan, enfin dans les Conjuring surtout. Je pense notamment au deuxième volet au personnage du vieux qui possède la petite. Et clairement, je trouve qu'il y a vraiment de très bonnes idées de comment développer le personnage. Je pense notamment à cette scène de dialogue où il est sur le canapé, où il y a un très beau jeu de lumière, c'est amené avec beaucoup de subtilité, où le personnage de Ed Warren parle avec le vieux via la petite, et je trouvais ça vachement cool. Alors que là, ouais, c'est une méchante pour une méchante, elle meurt comme une merde, et Warren, Ed, il est possédé à un moment, ça fait penser à du Shining du pauvre, mais clairement, il n'y a aucune subtilité dans ce film. C'est ça le problème, c'est que les personnages je trouve, de Ed Warren et Lawrence sont sous-développés dans leur propre film. Je trouve qu'il n'y a aucune subtilité, que ce soit dans le relationnel avec les autres personnages. Et quelque part, moi, les seuls personnages que je trouve un peu développés, c'est le personnage de Arn, où on voit vraiment à quel point il a un amour pour la sœur du petit garçon, jouée par Sarah Catherine Hook, qui est magnifique. Ah, clairement, dans son regard, dans tout. Ah, c'est elle qui m'a fait tenir le film.
mais elle a une manière de jouer que je trouve avec beaucoup de délicatesse, dans la tendresse, dans l'amour, tu vois tout dans son regard et c'est magnifique. Vous savez à quel point j'aime ce genre d'actrice il y a tout dans le regard. Il y a tout, et c'est ça qui est beau, putain de bordel de merde. Et là, c'est la seule chose qui avait subtile, où le personnage, où justement il y a une romance entre les deux que je trouve très belle. Et clairement, tout le reste, ça passe notamment par, je trouve, des flashbacks très foireux. Justement, là, on va parler un peu plus mise en scène pure, parce que vous savez que j'adore la mise en scène, j'adore en parler, les gens, mais clairement, même si j'ai un peu flirté à droite à gauche avec quelques détails, mais clairement, il n'y a aucune mise en scène chez Michael Chavez. Je mets en image, mais c'est grotesque. C'est grotesque. J'en ai dit, je l'ai utilisé plein de fois le mot pendant cette chronique, mais c'est grotesque comparé à tout ce que fait James Wan. Je trouve qu'il n'a pas la subtilité de James Wan dans la mise en scène, c'est-à-dire au lieu déjà dans la dilatation du temps, il n'en a pas. Alors dans les scènes un peu plus virulentes, clairement, moi surtout ce qui me déroute, c'est vraiment les personnages de Lorraine Warren, qui, ses pouvoirs, ou sont clairement expliqués dans les deux premiers, là, en fait, il y a des moments où je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est-à-dire, le personnage, à un moment, a des visions, rentre en contact et tout ça, avec son pendentif, ok. Je trouve que, par exemple, dans encore le cas du deuxième film, dans le cas Amityville, c'était super subtil, c'était super bien fait, et on voit l'impact psychologique que ça donne au personnage. Là, je trouve que c'est grossier, encore une fois, parce que tout simplement, le personnage, t'as l'impression qu'il utilise ses pouvoirs un petit peu comme, à des moments, elle est en mouvance, à des moments, elle l'est plus, à des moments, elle rentre dans la psyché des autres. Et surtout, là, en fait, c'est surtout entre la transition entre le monde spectral et le monde réel qui, à des moments, c'est grotesque. Ou par exemple, quand t'as le flic et Ed qui regarde comme ça, et elle est possédée, elle est dans le personnage, tu vois. Et tu la vois mimer des coups de couteau, tu fais il n'y a aucun impact. Alors que dans la scène du deuxième film, là, quand il y a le personnage du père, qui a tué tous ses enfants, je sais plus si c'est le père, le fils, qui a tué toute sa famille dans Amityville, il y a vraiment une tension, mais énorme. On voit que c'est un moment grave, et à quel point dans la psyché, Lawrence s'enfonce profondément dans les ténèbres. Et là, clairement, j'ai l'impression que, elle a failli tomber dans un trou, en plus avec des CGI dégueulasses, je le dis. Il y a pas cette subtilité. J'aime, vous voyez, j'aime beaucoup le mot subtilité, mais là, je trouve que ça marche pas. Ça marche pas. Je trouve qu'il y a tout qui est foiré dans le film jusqu'au bout. La mise en scène, il n'y en a pas. Et le climax de fin, le pouvoir de l'amour. Oh, putain, waouh, ça fait longtemps qu'on me l'avait pas sorti celui-là. Le pouvoir de l'amour d'une des années 90, où la famille, encore c'était là avant. Mais là, c'est clairement, non, te suicide pas, non, Ed, ne me frappe pas avec ta grosse massue. Et là, t'as le flashback bien grossier qu'on avait vu un petit peu avant dans le film, où t'avais Lorraine qui raconte son histoire d'amour avec Ed, comment ils se sont rencontrés. Voilà. Bon, c'est là, tu fais ok. Et que non, m'écrase pas la gueule, non. Et là, il reflashback. D'ailleurs, encore, je reviens un petit peu sur Lorraine vite fait. Les petits cuts là, comme ça, hyper rapides pour voir ce qu'elle voit. Franchement, c'est dégueulasse. C'est moche, c'est inutile. Retour sur Ed, où là, c'est absolument pas subtil. Le pouvoir de l'amour, il pète la table de sacrifice, de là où il fait la méchante entre guillemets fait ses sorts pour les démons et tout ça. Alors niveau des démons, on n'en voit aucun. Là en fait c'est frustrant parce que c'est le premier Conjuring où je me dis putain, il y a pas une créature correcte. Il n'y a pas un imaginaire sur la créature. Là où par exemple dans le premier film, les démons, tu fais Annabelle, voilà, le démon de la maison, il est quand même bien grinçant. Il est très malaisant. Dans le deuxième, il y a le vieux, qui certes, voilà. Il y a la nonne, j'ai des gros doutes sur la nonne, donc voilà. Il y a l'espèce d'homme déformé. Il y a un véritable univers de monstres que j'aime beaucoup chez James Wan. Et là, clairement, il y a quoi ? Il y a un gros lard zombie.
Ah oui, parce qu'on y est presque là, les gens, hein, on y est presque à ce niveau-là. On a des démons sans aucune personnalité, aucun design. Alors que bizarrement, c'est ce qui faisait la magie des premiers Insidious et de Conjuring, c'est ces créatures, et c'est ça qui était magique, justement, presque entre le giallo, les légendes urbaines, et ça je trouvais ça magnifique, alors qu'aujourd'hui ces monstres là sont presque grands guignols, et vraiment je trouve sans aucune subtilité, et je trouve ça vraiment déroutant pour une saga comme Conjuring qui n'est pas le droit à un véritable des véritables monstres justement dignes de la saga. Et vraiment, c'est pour ça que je trouve que ce Conjuring 3 est vraiment raté de A à Z. Et tu vois vraiment que la saga est morte sans James Wan. Et que tu vois que toutes les sagas que James Wan il a pas fait jusqu'au bout, on voit bien ce que ça a donné par la suite. Je dis pas que James Wan est un grand réalisateur et le meilleur réalisateur de tous les mondes. C'est un mec qui a du talent, ça c'est clair. Je pourrais jamais lui indénier, même si j'ai, pour moi, globalement perdu beaucoup de son intérêt depuis qu'il est passé du côté blockbuster de la force. Et du coup, je m'y attendais, clairement c'est pas bon. Il y a quelques figurances vite fait, hein, parce que comme dirait Bertrand Davani, il y a toujours le moment dans un film où je fais ça c'est intéressant. Le petit moment que tu vas garder pour dire là il y a un passage intéressant dans tout un appâche de merde. Donc voilà, certains vont dire que je suis très méchant avec ce Conjuring, encore là j'ai pas déversé de la haine, là j'ai été calme, posé, on est presque à 26 minutes de podcast les gens. Donc je veux ramener un dernier détail qui est le Conjuring blockbuster horrifique. Et déjà, je vais parler un petit peu de l'ambiance dans les salles, parce que j'en ai marre. J'en ai marre des petits merdeux. J'avais fait sur mon Instagram, j'ai poussé un coup de gueule, mais je vais le redire encore ici, les gens, éduquez vos enfants. Éduquez vos enfants dans une salle de cinéma, parce que moi je m'en fous, je suis IGC limité, mais pour la personne qui paye 10 balles sa place, qui veut juste aller voir un film, qui veut se détendre devant un film après une journée de travail, et que t'as des merdeux, mais je dis le terme, je suis méchant, des merdeux, des petites sous-merdes qui viennent te faire chier pendant ta salle, c'est inadmissible. C'est tout simplement inadmissible. Et là je vais dire ça à Gaumont, à UGC, à CGR, engager des agents. Apparemment, il y a un problème en France au niveau de l'emploi. Ce serait pas mal de créer des emplois vis-à-vis de ça. Des gens de la sécurité. En plus, moi, j'en connais des gens qui cherchent du taf dans la sécurité. Voilà. Et en plus, si, gratuitement, ça fout 2-3 baffes. Non, mais clairement, à ce moment, tu te dis, on peut même pas foutre une baffe à quelqu'un qui fout la merde. C'est quoi ça ? Alors, certains vont dire, je suis virulent, t'as de la haine, mais... parce que c'est à cause de gens comme ça que le cinéma d'horreur fait que, déjà, il a mauvaise réputation dans les salles, qu'il y a de plus en plus de peur à projeter des films d'horreur dans les salles. Bien sûr, ils sortent les gros blockbusters, mais les petits films, comme comme je vous ai dit un petit peu avant, les The Witch, les Robert Eggers, tous les films de Robert Eggers, les films de It Follows et tout ça, mais il y a des moments, c'est des films qui demandent beaucoup de subtilité à regarder, et tu peux pas profiter pleinement des films. Et je trouve ça vraiment honteux et dommage qu'on ne peut pas profiter d'un film en salle en 2021. Moi, j'aime pas utiliser ce terme en 2021 parce que ça veut tout rien dire, il y a toujours eu des merdes dans les salles, mais clairement, à un moment, faut faire les choses. Et surtout que le cinéma horrifique, on va dire grand public, j'ai vraiment du mal aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis plus dans ma phase, on va dire, film d'horreur d'auteur, qui me propose des vrais gages de cinéma. Je vous en ai cité, mais clairement, à un moment, je trouve que c'est important, que j'ai envie de voir du cinéma, et j'ai pas envie de voir des films... des films d'horreur destinés pour des enfants de 12 ans. Et c'est quelque chose qui me déroute énormément. J'ai envie de voir de vraies œuvres de cinéma. J'ai envie de vivre avec une vraie intention de mise en scène. J'ai envie de voir pas un film qui est destiné à me faire consommer et après derrière je l'oublie. C'est pour ça, et j'ai peiné vraiment, j'ai pris des notes, mais clairement je peine des fois à me souvenir des films parce que tellement qu'ils m'ont pas marqué, et actuellement j'en ai des fois plus rien à foutre. Moi, un film qui me marque, c'est tant mieux. Par exemple, les 2 premiers Conjuring, je les kiffe bien, j'ai du plaisir, je les regarde en moyenne, une fois par an, pour une soirée, des fois avec les copains, vite fait, un film d'horreur, un peu de bière, un peu de popcorn, voilà. Mais clairement, le reste, c'est à chier. C'est à chier. À un moment, les studios, arrêtez de nous prendre pour des mômes. Après, j'ai envie de dire, les gens, on arrive à un tellement d'annihilation vers le bas depuis pas mal d'années, c'est la conséquence de plein de choses, j'ai envie de dire. Mais à un moment, c'est que moi, j'en ai marre.
J'ouvre ma gueule, hein. Comparé à beaucoup de gens, j'ouvre ma gueule. Et j'en ai marre. Et je pense qu'à un moment, les gens aussi, vous devrez ouvrir leur gueule. De dire, ah non, mais me dis pas, ouais, non, mais arrête, il est sympa ce film. Il est dès que je me suis vidé la tête. Bah, ma main dans ta gueule déjà. Et en plus, moi j'en ai marre du film moyen. Du film moyen moins. Moi j'en ai marre des Avengers. Moi j'ai envie de voir du cinéma. Et à un moment, moi c'est pour ça que dès la réouverture des salles, les gens, moi je me livre, hein, j'en profite. Hein. Parce que antenne libre, les gens, on est totalement libre sur Était une fois le cinéma. Bah moi la première chose, je suis même pas allé voir je suis même pas allé à l'UGC tout ça. Je suis allé que dans les cinémas de quartier. Je suis allé revoir Manhunter de Michael Mann. Je suis allé voir 8,5 de Fellini. Je suis allé voir un Clouseau. Je suis allé voir des vieux films. Parce que là, il y a des vraies intentions de cinéma. Moi, j'ai envie de revoir le cinéma au sens d'art noble du terme. Tu vas me dire, t'es un peu élitiste. Ouais, mais à un moment, je veux un peu avoir quelque chose de concret. Moi, tu vois, c'est comme la métaphore souvent l'a fait. Moi, je veux à un moment, j'en ai marre du kebab. J'ai envie de manger quelque chose de plus fin, de plus subtil dans le goût. J'ai pas envie de sous-merde tout le temps, quoi. Enfin voilà, les gens. Conjuring 3, est-ce que je vous le conseille ? Si vous voulez profiter de votre séance, non. Déjà, pour le film, ouais, vous l'avez passé pas à côté de grand chose. Et en tout cas, juste profitez d'aller au cinéma au maximum, parce que les salles ont besoin de vous. Moi perso, je vais au cinéma, on va dire 4 à 5 fois par semaine, voire plus quand j'ai le temps, parce que j'ai un travail, les gens obligent. L'été arrive, donc je vais peut-être pouvoir faire plus de vidéos, ça va être cool. Je suis content d'avoir fait ce podcast, en tout cas, et de parler de la saga Conjuring un petit peu. En tout cas, allez au cinéma, soutenez le cinéma, pensez à mettre un like, pensez à mettre un commentaire si vous n'êtes pas d'accord avec moi, et on se retrouve prochainement pour un prochain podcast. Sachez que je suis en train de travailler sur l'épisode 2 de Pourquoi le cinéma français ce n'est pas de la merde, et je vous réserve une belle surprise parce qu'on va aller très loin dans le cinéma français. Je vous dis donc à la prochaine les gens, ciao.